La réintégration du Maroc dans l'Union africaine, l'élection du président guinéen Alpha Condé à la tête de l'UA, autant de décisions prises au 28e sommet de l'Union africaine qui a pris fin aujourd'hui, les temps forts dans ce journal. Visite de terrain du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est allé s'imprégner de l'avancée des travaux de bitumage des voiries d'Abidjan. On en parle également dans cette édition. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump a limogé la ministre par intérim de la Justice. Il l'accuse d'avoir trahi le département de la Justice. Voilà pour les titres. Il est 23h à Ferry et partout à Abidjan. Madame, monsieur, bonsoir. 23h dans toute la Côte d'Ivoire. On démarre tout de suite avec ces images d'Andel Kablan-Duncan qui est de retour d'Addis Abeba en Éthiopie. Le vice-président de la République participait au 28e sommet de l'Union africaine. Il a été accueilli dès son arrivée cet après-midi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et quelques membres du gouvernement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est donc à Abidjan depuis maintenant quelques heures. Il s'est adressé dès son arrivée à la presse. Il a fait le point de son séjour à Addis Abeba. Je vous propose de l'écouter. Dans les rencontres, on a notamment vu M. Auré Sylvain, qui est le président donc, de la Cour des droits de l'homme d'Afrique, donc à Addis Abeba, et qui était un Ivoirien d'ailleurs, et qui a indiqué qu'il souhaitait venir ici en Côte d'Ivoire pour organiser avec le monde judiciaire ivoirien une grande rencontre au niveau international, ici à Abidjan, au mois de novembre 2017. Nous avons aussi rencontré les responsables du MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, rencontre qui nous a permis aussi là de nous entendre avec eux sur une rencontre qui pourrait avoir lieu ici à Abidjan aussi, probablement au mois de novembre. Peut-être en marge des réunions concernant la rencontre Union européenne-Afrique, le sommet. Et enfin, nous avons rencontré Neven Imissa, qui est le commissaire européen en charge de la coopération internationale et de développement. Et vous savez, chaque fois qu'on le voit donc à la réunion, nous faisons un peu le point de la coopération, à la fois au niveau du développement, financement et développement en Côte d'Ivoire, mais aussi les problèmes de migration, les problèmes de gouvernance. Et ce qui nous a frappé, c'est le fait qu'ils aient indiqué que la Côte d'Ivoire, je crois que le rare pays donc qui bénéficie des fonds de l'Union européenne. Nous avons parlé avec eux aussi des problèmes relatifs au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Il y a 27 pays européens en principe qui vont participer à cette rencontre et 55, puisque maintenant le Maroc est membre maintenant de l'Union africaine, qui auront lieu donc ici au mois de novembre 2017. En ce qui concerne les discussions préalables donc au sommet, il y a eu les rencontres particulières du MAEP, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout la présentation du rapport fait par le président Kagame relatif à la restructuration de l'Union africaine. Il s'agit d'un dossier vraiment très important, à la fois au niveau de l'organisation, l'institution donc de l'Union africaine. Les gens souhaiteraient réellement rendre l'institution beaucoup plus efficace, moins lourde dans son fonctionnement, mais aussi assurer le financement de l'institution endogène. En 2014, il y avait un budget de 308 millions de dollars. En 2017, il y a un budget de 439 millions de dollars. C'est une augmentation très forte, mais quelquefois on ne sait pas à quoi ça sert suffisamment. Et les gens indiquaient aussi qu'il y a 1500 résolutions qui ont été prises par, disons que l'UA, mais quand on demande de faire un peu le point de ce qui a été appliqué sur le terrain, vous n'avez pas donc de résultats. Donc les présidents avaient demandé à Kigali, en juillet 2016, que le président Kagame fasse ce rapport qui a donc été présenté et adopté et qui permettrait d'abord d'assurer un autofinancement par, disons que, les États. 0,2% des importations seront consacrées au financement donc, de l'Union africaine. Mais les estimations indiquent qu'on pourrait avoir à peu près entre 1 et 1,3 milliard de dollars. Cet argent dépasse donc le budget actuel. Mais il faut éviter qu'il y ait des surdépenses. Dans ces conditions, il y a des mécanismes à faire pour que l'argent soit conservé donc quelque part. Voilà, ce sont ces questions-là qui ont été discutées à ce niveau. Alors rapidement, en ce qui concerne la conférence elle-même, je pense que vous avez eu les principales décisions. D'abord, le président Alpha Condé a été élu par ses pairs comme président
de l'UA en remplacement du président donc, du Tchad. Et en ce qui concerne le président de la commission, c'est le Tchad qui a vu son ministre, le ministre Mahamat Moussa Faki, qui a donc été élu comme président de la commission. Et le vice-président aussi est élu, c'est le Ghanéen qui a donc été élu, disons Thomas Kwasi Karté, qui a donc été élu comme vice-président. Mais l'un des dossiers les plus importants, c'était le dossier donc, du Maroc, qui voulait donc revenir donc, au niveau de l'Union africaine. C'était un membre fondateur de l'OUA, comme chacun sait. Et bon, ça fait l'objet de longues discussions. 39 interventions. Je pense qu'un certain nombre de pays ont bien soutenu cette, disons que demande du Maroc. Au final, le Maroc sera donc le 55e État membre de l'Union africaine. Les différents ministres ont travaillé fortement, à la fois officiellement et dans les couloirs, pour faire un peu les jonctions avec les ambassadeurs à Genève, à New York et bien sûr à Addis Abeba. Et vraiment, c'était d'excellentes réunions. Voilà, la réintégration du Maroc, l'élection du président guinéen Alpha Condé à la tête de l'organisation, autant de décisions prises au 28e sommet de l'Union africaine et qui a donc pris fin aujourd'hui, comme annoncé. Je vous propose à présent, avec Jérôme Kofi Abolin, de suivre les temps forts de cette cérémonie et de clôture. À cette cérémonie de clôture des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui a assisté au nom de la Côte d'Ivoire. Cérémonie marquée entre autres par le discours du roi Mohamed VI pour se féliciter du retour du royaume à l'Union africaine après plusieurs années d'absence. Pour le souverain chérifien, le Maroc ne peut jamais avoir raison de la famille qu'est l'Afrique. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a pris la parole pour des remerciements, et sa prédécesseur Dlamini Zuma, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, après avoir prêté serment avec son vice-président et les commissaires, a salué ce retour du Maroc au sein de l'Union. Puis, promettant de placer son mandat sous le signe de l'action, il a demandé le concours de tous pour en assurer la réussite. Le président guinéen Alpha Condé, nouvellement élu président de la conférence, s'est aussi félicité non seulement de ses retours du Maroc à l'Union africaine, mais aussi de la réussite du sommet d'Addis Abeba. Avant de déclarer clos les travaux, il a indiqué que c'est le panafricanisme qui régnait dans toute sa splendeur. Et d'autres changements enregistrés au niveau des instances dirigeantes de l'organisation. Des changements bien accueillis en tout cas. Notez que la représentante de l'organisation en Côte d'Ivoire salue entre autres la réintégration du Maroc au sein donc de l'Union africaine. Sidonie Davila. Le programme du 28e sommet de l'UA qui s'est déroulé à Addis Abeba en Éthiopie les 30 et 31 janvier laisse augurer un vent de changement. La représentante spéciale de la présidente de l'UA en Côte d'Ivoire, après avoir suivi de très près ce sommet important pour le continent, n'a pas caché sa joie pour ce vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Les points qui nous ont donné satisfaction, d'abord c'est qu'il y a eu élection. Toutes les questions qui étaient prévues à l'ordre du jour ont été abordées, examinées. Le retour du Maroc, il y a des nouveaux dirigeants à la tête de l'organisation et les impressions sont bonnes. Nous sommes très contents de ce sommet. Après un tel sommet, l'Union africaine fait face à un large éventail de défis. La représentante spéciale de la présidente de l'UA en Côte d'Ivoire pense qu'il est temps que ces nouveaux dirigeants se penchent sur les attentes des populations africaines, y compris celles de la Côte d'Ivoire. Leurs attentes portent sur le développement du continent. Vous savez que l'Afrique est un continent où règne la pauvreté. Il y a aussi la question de la paix et de la sécurité. Il y a énormément de problèmes d'éducation. La promotion de l'égalité des sexes sur le continent africain pose toujours des problèmes comme partout ailleurs. Pour relever tous ces défis, il faut des moyens. Les financements, justement, posent problème. C'est l'occasion de dire que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui ont
augmenter leurs cotisations à l'Union africaine. La Côte d'Ivoire peut bénéficier à travers la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est la vision de ce que sera le continent d'ici un siècle après la création de l'organisation. Les bureaux de l'Union africaine ont été ouverts en Côte d'Ivoire en 2003, une présence qui est également bénéfique au pays. Au terme de ce sommet, la représentante spéciale de la présidente de l'UE en Côte d'Ivoire veut encourager, voire sensibiliser les nouveaux dirigeants à œuvrer pour imprimer un nouvel élan en Afrique. Il s'agit de favoriser un partenariat gagnant-gagnant entre des organisations et des bailleurs de fonds intéressés par le continent africain. Voilà ce que l'on pouvait retenir du 28e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba et qui a refermé ses portes aujourd'hui. On change complètement de sujet à présent pour évoquer la visite de terrain du gouverneur du district autonome d'Abidjan. Robert Begré-Mambé est allé sur le terrain pour s'imprégner de l'avancée des travaux de bitumage des voiries d'Abidjan, des travaux lancés dernièrement par le président de la République dans la commune d'Abobo. Visite guidée avec Grace Kando. PK18, Carrefour Diallo et quartier Agoueto dans la commune d'Abobo. Sur ces sites, des travaux pour l'amélioration de la voirie sont effectués. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des chantiers, le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé, effectue une visite de terrain. Nous avons constaté que les travaux ont démarré dans d'excellentes conditions et que les techniciens sont en nombre suffisant. Et nous avons ici au moins 4 intervenants. Il y a la commune d'Abobo avec ses techniciens et ses dirigeants. Il y a le Benet comme structure d'encadrement technique. Il y a l'entreprise PFO qui réalise les travaux sur le terrain. Et il y a surtout les laboratoires qui sont ici présents pour contrôler qu'à chaque phase de réalisation, les travaux finis respectent les normes. L'état des routes de PK18 et du quartier Agoueto cause d'énormes difficultés aux riverains. L'initiative pour la réfection des voiries est donc saluée. Je suis vraiment content pour les routes que le président est en train de faire pour nous. Pour avoir accès à l'école, c'était tout un problème. Et la seule grande asse qui est par le bas, là, une fois qu'elle est bouchée, on ne peut plus encore rentrer. Donc il y avait plein d'embouteillages. Bon, maintenant, avec cette nouvelle voie-là, il y a encore des nouvelles déviations. Donc ça serait bien pour le quartier. La commune d'Abobo bénéficie de 17,5 km de bitume. D'autres communes du district d'Abidjan auront aussi un nouveau visage en matière de voirie. Il y a la commune de Koumansi où nous avons près de 14 km aussi et pour plus de 8 milliards et demi de travaux. Et nous aurons à Yopougon des réparations de voies pour que la qualité des travaux qui avaient été réalisés à l'époque soit préservée et qu'on offre à la commune de Yopougon des conditions de circulation beaucoup plus agréables. La fin des travaux du Carrefour Diallo et du quartier Agoueto est prévue pour fin mars. Le ministre Robert Begré-Mambé a également en charge l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Cela va se passer en juillet prochain. Les préparatifs vont bon train et pour l'occasion, l'espace Canal au Bois à Trècheville présente désormais un nouveau visage. C'est ce que nous dit Issaïo. Il est 10h30 ce mardi quand notre équipe de reportage longe les environs de l'espace Canal au Bois, situé à Gbatanikro dans la commune de Trècheville. Un quartier qui a vu naître des célèbres artistes zouglous, dont Petit Denis, Yodo et Siro, sur choc pour ne citer que cela. À la faveur donc des 8e Jeux de la francophonie, prévus au mois de juillet prochain, l'espace a changé de physionomie, à la grande satisfaction des populations. Ce lieu était un lieu impropre. La population n'avait pas vraiment une sécurité totale. Et aujourd'hui, nous voyons le développement de ce secteur qui nous permet aujourd'hui de dormir tranquille à la maison. On remercie le président de la République pour qu'il continue. Message bien reçu par le ministre auprès du président de la République en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Robert Begré-Mambé qui s'engage à faire de cet espace un lieu artistique dédié à la célébration de la solidarité, de la diversité et de l'excellence.
Des équipes en moyenne de 30 personnes travaillent sans relâche, une opportunité d'emploi pour les riverains. Depuis on est ici, il n'y avait pas de travail, mais depuis que ce chantier a commencé, on est rentré ici. Chaque jour que Dieu fait, il y a travail. Ce chantier nous a permis vraiment de nourrir nos familles. Ça diminue au moins le chômage dans le quartier. Les restaurateurs et autres commerçants se frottent également les mains. Francophonie, c'est bon. Parce qu'avant, là, on vend au moins 2 sacs. Maintenant, ils vendent 4 sacs par jour. C'est bien parce que les gens vont venir s'amuser ici pour que nos enfants aussi, ils vont prendre les armes aussi. À 5 mois des Jeux de la francophonie, l'impact économique, social et sécuritaire de l'espace se fait déjà sentir, pourvu que les Ivoiriens en général et la population de Gbatanikro puissent en faire un bon usage. Les nouveaux chefs de l'état-major de l'armée de terre et de l'état-major de l'armée de l'air ont pris officiellement fonction aujourd'hui. Le général Kwame Ndri-Julien de l'armée de terre et le colonel-major Nguessan Kofi Alfred de l'armée de l'air ont été installés aujourd'hui même. C'était en présence du chef d'état-major général des armées, Touré Sekou. On fait le point avec Abou Sanou. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'armée de terre, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le général de brigade Kwame Ndri-Julien ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. C'est en ces mots que le général de division Touré Sekou a procédé au transfert de commandement à l'armée de terre entre le général de brigade Soumaoro Gaoussou et le général de brigade Kwame Ndri-Julien. Ce dernier s'est vu confier le drapeau de l'armée dont il assurera la garde tout au long de sa période de commandement. À cette occasion, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Kwame Ndri-Julien, a tenu à remercier particulièrement la hiérarchie militaire pour la confiance placée en lui. Il a tenu à affirmer son engagement à emboîter le pas à ses devanciers. Même son de cloche à l'état-major de l'armée de l'air, où le colonel-major Nguessan Kofi Alfred a pris le commandement, remplaçant le général de brigade aérienne, Jean-Jacques René Ognien, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 31 décembre 2016, il a rappelé les missions qui lui sont assignées, à savoir participer à la sécurité et à la défense nationale. Un défilé à pied des troupes a mis fin aux 2 cérémonies. Pour rappel, la prise de commandement consacre l'effectivité de la prise de service du chef militaire, la symbolique de la garde du drapeau et l'engagement de ce chef à porter et maintenir haut le flambeau comme l'ont fait ses devanciers et perpétueront ses successeurs. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de poursuivre. Les candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2016 sont informés que les résultats de la sélection sont désormais disponibles. La rentrée dans les écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Torogué est prévue pour le lundi 6 février 2017 à partir de 8 h. On évoque à présent le report du procès des disparus de Novotel. Reporté donc ce procès au 21 février prochain. 10 personnes, dont 8 militaires, devraient comparaître à partir de ce mardi devant la cour d'assises d'Abidjan pour enlèvement et assassinat de 4 hommes, dont 2 Français. Motif du report, selon la cour, l'absence des 5 accusés. Aux heures chaudes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, 4 hommes logés au Novotel d'Abidjan sont enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane France-Diripel, Yves Lamblin, directeur général de la CIFCA, son assistant béninois Raoul Adéossi et le malaisien Shelia Pondia, directeur général de Sanya, filiale de CIFCA. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogboblé qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et disparition de cadavres. Les attentes sont multiples. D'abord, savoir qui a donné les ordres. Ensuite, rechercher le mobile du crime, des crimes. Enfin, comprendre comment se sont déroulés les derniers instants avant la mort. Et puis, où les cadavres ont-ils été jetés, probablement dans la lagune. En tout cas, la famille
de Stéphane Franzi Ripel veut savoir. Le procès devrait durer 2 à 3 semaines, mais voilà, ce mardi, il a été reporté au 21 février. Motif évoqué, l'absence de 5 accusés et leur avocat à l'ouverture du procès. La Cour, après en avoir délibéré, a donc décidé de renvoyer l'affaire, évoquant des difficultés sérieuses. Un point que partage la défense. Que ce procès puisse aboutir ou déboucher sur la manifestation de la vérité. Que nous puissions tous savoir ce qui est véritablement arrivé aux otages du Novotel. Les avocats des familles des victimes, eux, plaident que l'affaire soit jugée au plus vite pour le respect des familles. La mise en place de l'interprofession des acteurs du secteur de l'EVA se précise. Il s'agit d'une plateforme motivée par la nécessité de se regrouper en vue de la création du collège des planteurs d'EVA. On en parle avec Lassina Bakayoko et Serge Kolia. Dans le cadre de la réforme de la filière EVA, le gouvernement a demandé la mise en place de 3 collèges afin de créer l'interprofession. Les collèges des usiniers et des producteurs de matériel végétal sont prêts. Seul celui des producteurs manque à l'appel. Ce collectif des organisations professionnelles agricoles des producteurs de la filière EVA envisage de rattraper son retard. Nous voulons être ensemble pour préparer cette mise en place des collèges planteurs d'EVA, voire l'interprofession agricole épanouie à huile. Au-delà des difficultés organisationnelles auxquelles font face les planteurs, le caoutchouc est confronté à une irrégularité du marché, ce qui pénalise les planteurs. Le président Michel Koblavi-Dibi entend donc contribuer à rendre robuste la filière en termes de gouvernance. Il s'agit au final de créer les conditions pour une meilleure révalorisation du latex. Avec l'autorité de régulation, regarder comment structurer les coûts d'achat de l'EVA en Côte d'Ivoire. C'est aussi de voir comment avec l'État, nous pouvons mettre en place une autorité de régulation efficiente et qui répond à tous les besoins des parties prenantes dans cette filière agricole. La filière ivoirienne de l'EVA, selon les chiffres de 2015, pèse 380 000 tonnes de caoutchouc sec produit par plus de 140 000 planteurs. À ce jour, le kilogramme de latex se négocie à 416 francs CFA Borchamp. L'ONG Investissons dans le GOR pense développement. Elle appelle pour ce faire tous les ressortissants du GOR à s'intéresser à la dite région, région qui, selon l'organisation, regorge de nombreuses potentialités. Kwasi Mamadou. La région du GOR en quête de développement. À l'image de Gagnoua, la cité de fromager, les différentes localités ont besoin d'une forte implication des cadres pour une croissance harmonieuse. Comment remobiliser les filles et fils autour d'un idéal de bien-être commun? C'est la question majeure que se pose Stéphane Goury, président de l'ONG Investissons dans la région du GOR. Pour bien faire les choses, l'organisation créée en 2013 a décidé de rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui, par leurs actions, rehaussaient l'image du GOR. Vous savez qu'avec les temps qui courent, il est très difficile d'aller au village. Il est très difficile de penser aux autres. Il est très difficile même de s'investir dans le développement. Et s'il y a certains, malgré leurs maigres moyens, pensent au bien-être de la population, il faut leur dire merci. Il faut leur dire encouragement pour qu'ils continuent à poser davantage des zones de développement. Mais surtout, amener ceux qui ont peur, ceux qui hésitent à faire comme les autres. Une vingtaine de cadres, fils et filles distingués le 8 février prochain à Abidjan, avec à la clé le super prix Yacouba Silla aux plus méritants d'entre eux. Cet hommage vise à mobiliser les ressortissants du GOR, mais aussi les acteurs du secteur public et privé investis dans la région. La santé, le tourisme, la culture, l'agriculture et les infrastructures économiques sont autant de domaines qui pourraient intéresser les investisseurs. Un colloque autour de la collaboration structure locale et mutuelle pour un développement efficient et durable est prévu pour asseoir définitivement la vision de l'ONG Investissons dans la région du GOR. Et je vous fais lecture de cet autre communiqué qui nous émane cette fois du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2017 a débuté ce mardi et prendra fin le vendredi 31 mars 2017. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures, sise au plateau, cité administrative, tour C, 21e étage, porte 28.
L'actualité hors de chez nous à présent a commencé par les États-Unis où Donald Trump a limogé la ministre par intérim de la Justice. Il accuse d'avoir trahi le département de la Justice. Nous irons également dans ce tour de l'actualité au Canada et en Turquie. Un tour avec Michel Digré. Le président américain Donald Trump a limogé la ministre de la Justice par intérim qui refusait l'application de son décret limitant l'immigration, alors que la vaste polémique suscitée par cette mesure se poursuit aux États-Unis et à l'étranger. En remplacement de Sally Yates, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a nommé le procureur fédéral Dana, qui s'est empressé de prendre le contre-pied de sa prédécesseur en déclarant qu'il ferait appliquer le décret à polémique. Le procès de 270 personnes accusées d'avoir pris part à la tentative de putsch en juillet dernier en Turquie est à son deuxième jour d'audience. Ouvert hier lundi à Izmir dans l'ouest du pays, les prévenus sont jugés en outre pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Ils risquent chacun jusqu'à 2 peines de prison à vie. Et puis au Canada, un étudiant de 27 ans a été arrêté et inculpé pour l'attaque contre une mosquée. L'enquête après le massacre qui a fait 6 morts a permis l'arrestation de Alexandre Bissonnette, étudiant en sciences politiques. Il est accusé d'avoir tué par balle 6 fidèles dans le centre culturel islamique de Québec. La fusillade a également fait 8 blessés, dont 5 étaient ce lundi dans un état critique. Voilà, et un mot de la CAN avant de nous dire au revoir. À l'affiche des demi-finales, Burkina Faso-Égypte, demain, mercredi, à Libreville et Cameroun-Ghana, jeudi 2 février à Franceville. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.